Et bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je vois que vous êtes déjà très nombreux ce soir à nous dire bonsoir pour écouter Sydney Tegbo qui va nous dire comment incarner notre multidimensionnalité au quotidien. Tout un programme avec Sydney. Donc déjà, bonsoir Sydney. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là pour vous retrouver. Et c'est un sujet qui s'annonce passionnant ce soir. Il va Et falloir vous êtes, accrocher vos ceintures. oui, pour ceux qui connaissent Sydney, vous êtes déjà habitués à accrocher vos ceintures. Vous êtes déjà habitués à ce que ce canal multidimensionnel qu'est Sydney vous secoue un petit peu dans vos croyances, dans tout ce que vous pensiez établi jusqu'à maintenant. Puisque, et pour ceux qui ne le connaissent pas également, figurez-vous que c'est en 2015 qu'il s'éveille au monde invisible, suite malheureusement au décès d'un parent. Il développe alors des dons de médium, Sydney, qui se transformeront par la suite en canal de fréquences multidimensionnelles. Il a la chance d'être alors pris sous son aile par différents chamans, magiciens et occultistes qui l'initièrent de par le monde à leurs arts mystiques. Et c'est en 2020, suite à un séjour avec les Indiens d'Amazonie, qu'il établit une connexion à son âme groupe, son moi supérieur pluriel, si on peut dire, qui lui transmit des enseignements qui révolutionneront à tout jamais sa vision de l'art réel et dont il tente encore aujourd'hui d'en comprendre certains concepts et qu'on a la chance à l'Académie de la Nouvelle Vie qu'il nous livre conférence après conférence. Donc n'en ratez aucune les amis. Si vous n'avez pas vu les autres, vous pourrez retourner. Et puis celle d'après, prenez déjà date dans votre calendrier, en tout cas dès que vous les verrez apparaître. Mais ce soir, Sydney va nous parler de comment incarner notre multidimensionnalité au quotidien. Parce que quelle est la différence entre les dimensions, les plans, les densités, les réalités parallèles? Qu'est-ce qui les différencie des corps subtils de l'être? Qu'est-ce que le passage des consciences en 5D? Et sommes-nous tous concernés? Alors vous allez me dire, la multidimensionnalité est un terme qui est devenu à la mode. Mais est-ce un concept réservé à la science, à la spiritualité, ou est-ce une réalité perceptible? Même s'il est vrai que nous vivons dans un monde multidimensionnel, il nous est pourtant difficile de percevoir comment ces autres dimensions influenceraient notre réel et surtout en quoi cela pourrait nous être utile de le percevoir, nous, dans notre vie de tous les jours. Nous avons actuellement tellement à faire dans ce monde 3D avec toutes les contraintes matérielles auxquelles nous sommes confrontés en permanence, que certains aspects de ces perceptions, au-delà de nos 5 premiers sens, nous paraissent futiles. Et pourtant, vous allez voir et vous allez le comprendre en écoutant Sydney ce soir, que percevoir et interagir avec ces dimensions, c'est avoir accès aux causes préalables des phénomènes auxquels nous assistons impuissants. Et donc, dans cette conférence, nous allons naviguer dans les 10 dimensions qui sont intriquées à la nôtre. Nous allons voir s'il y a un lien avec les 7 corps subtils de l'être. Nous allons comprendre ce que signifie d'avoir différents aspects en fractal. Et pour certains, nous allons comprendre également ce que signifie le mot fractal. Nous allons observer en quoi notre âme est reliée à d'autres dimensions ou espace-temps. Jauger en quoi notre cœur agit comme un véritable portail multidimensionnel et appréhender comment le fait de naviguer dans d'autres dimensions affecte notre réalité et change notre présent. Donc, comme vous a dit Sydney, ce soir, accrochez bien vos ceintures, préparez-vous à apprendre plein de choses encore avec Sydney et à vivre un magnifique moment, n'est-ce pas Sydney? Oui, avec plaisir. Alors, ben, écoutez, oui, je m'excuse s'il y a des petits soucis. Là, je suis toujours dans le Pacifique, donc voilà, à un autre endroit, mais voilà. Alors, eh ben, je suis ravi d'être avec vous ce soir en France. Chez moi, c'est le matin, comme d'habitude. Et nous allons devoir aujourd'hui un petit peu lâcher notre mental et il va falloir vraiment renaître à nos perceptions. C'est-à-dire qu'il va falloir laisser s'effondrer ce que nous croyons être pour qu'un nouvel être émerge en nous, tel un phénix.
Et quand je vais parler, en fait, donc je vais essayer d'être le plus simple possible. Nous allons aborder des choses un petit peu complexes, mais de manière hyper simple, avec un maximum d'exemples. Et vous aurez sûrement des questions. Alors, ce que je vous propose, c'est de les noter dans le chat, quand vous aurez des questions, et de libérer le mental. C'est-à-dire, posez vos questions si vous en avez besoin, et cessez d'y penser. Un certain nombre de ces questions vont avoir des réponses au fur et à mesure du développé de cette conférence. Et je vous invite vraiment à lâcher au maximum et à vous laisser bercer, guider, entraîner tout au long de ce voyage. La multidimensionnalité, c'est un sujet qui, à la base, est un petit peu scientifique et on en a sûrement entendu parler lors d'équations mathématiques, où on a parlé d'équations mathématiques qui contenaient en elles jusqu'à 10, 11 dimensions. Et on s'est dit: «Mais ça veut dire quoi? Comment on peut imaginer?» Déjà, on imagine la 3D, on imagine, je sais pas moi, un cube. Et on se dit: «Mais c'est quoi un cube en 5D, 6D, 7D?» Et là, notre cerveau il vrille. Et je vais pas du tout parler de mathématiques et justement, on va essayer d'aborder ça avec des exemples simples du quotidien. Pour commencer, je vous propose un exercice très simple. Ça va être de mettre votre doigt devant votre visage, pas de vous cacher, hein, mais juste de le mettre devant et de fermer un œil. Voilà. Et vous allez regarder votre doigt avec l'œil gauche. Essayez d'être à distance de netteté. Voilà. Donc je regarde mon doigt avec mon œil gauche, puis avec mon œil droit et avec les 2. Et là, vous allez comprendre que vous venez de vivre un effondrement de vos perceptions. C'est-à-dire que la vision des 2 yeux n'est pas la somme de la vision de l'œil gauche et de l'œil droit. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez votre œil gauche qui percevait un côté de votre doigt, votre œil droit qui percevait l'autre côté, mais la vision des 2 n'est pas la superposition de chacun des yeux séparément. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien? Ouais, voilà. Si, si, et moi je comprends très bien parce que en plus, moi j'ai vu un moment quand j'ai regardé à droite, je l'ai vu un peu ailleurs quand je regardais à gauche, et quand j'ai ouvert les 2 yeux, comme j'ai des petits problèmes de convergence et de divergence, et ben je le voyais complètement flou alors qu'à la base il était net quand tu as demandé de faire le point sur un œil. Donc effectivement, c'était des visions complètement différentes. Voilà, et c'est-à-dire que quand vous passez de la vision monoculaire à la vision binoculaire, il se passe des fois une seconde d'adaptation et vous allez d'un coup voir votre doigt, quelque part, ressortir en volume. Et encore une fois, ça, c'est un effondrement, quelque part, d'une perception 2D vers une perception 3D. Et vous comprenez que le passage de l'un à l'autre n'a rien à voir avec l'addition des 2 précédentes. Et donc, finalement, tout au long de notre, conférence, on va voir que finalement, il va falloir s'autoriser à ce que les choses s'effondrent un petit peu. C'est-à-dire que, finalement, pour percevoir de nouveau la même différence qu'il y a entre la 2D et la 3D, avec les autres dimensions, ça va demander le même effondrement. Continuons notre exemple. Imaginons donc que nous avons toujours, ce doigt devant notre visage et que, finalement, nous faisons un voyage astral. Alors, pour ceux qui sont familiers, on peut appeler ça aussi un petit peu comme dans l'exemple de l'expérience de mort imminente, une EMI, ou en anglais NDE, Near Death Experience. Imaginons maintenant que nous sommes dans la pièce et que nous nous percevons de l'extérieur en train de regarder notre doigt. Et que finalement, les couleurs apparaissent, les formes, et toute la situation, nous la voyons d'un autre point de vue. Par exemple, d'ici. Et nous naviguons au-dessus de nous, et nous nous percevons en train de percevoir notre doigt. C'est encore un autre état. Et pour pouvoir comprendre ça, on a besoin de vivre un effondrement de la perception que nous avons maintenant. Et donc finalement, chaque dimension est liée à un observateur qui regarde un observateur, qui regarde un observateur, et ainsi de suite. Et finalement, percevoir la multidimension, c'est être capable de se dédoubler, de se détripler, ou je ne sais pas comment on peut dire, pour être capable, finalement, à chaque instant, de percevoir les choses d'un autre point de vue. Que ça soit d'une échelle d'espace, de temps, de taille, et ainsi de suite. Un autre exemple
qui est très, très connu pour percevoir les dimensions, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Alors je vais la faire, très rapidement parce que beaucoup de gens la connaissent. En gros, c'est des hommes enchaînés, dans une grotte ou dans une caverne avec un feu et le feu projette des ombres sur le mur et ces hommes enchaînés ne voient que les ombres des volumes qui sont derrière eux. Alors, il faut savoir que la caverne de Platon a été inspirée par les pythagoriciens et que c'est Pythagore lui-même qui vivait dans une grotte et qui a influencé la pensée de Platon. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, finalement, ces hommes qui ne perçoivent que les ombres des objets projetés sur le mur sont incapables d'appréhender ce qu'est le volume de l'objet réel. Et finalement, il en est de même pour nous avec la 3D. Nous sommes incapables de comprendre les causes préalables aux formes que nous apercevons en 3D et qui sont l'exemple de la 2D dans la caverne de Platon. Alors, maintenant, nous allons prendre un autre exemple. J'essaie de prendre un maximum d'exemples. Imaginons que nous sommes, par exemple, dans une prairie, dans un champ, n'importe où dans le monde. Et on est dans ce champ, et ce champ est vide. Donc un champ, quand je parle d'un champ, c'est un champ agricole, voilà, ou une prairie, voilà, un espace vide. Et imaginons qu'on est assis dans cette prairie et que l'on a une télécommande. Et qu'on est capable d'avancer et de changer l'unité de temps, mais pas d'espace. Imaginons maintenant que l'on avance de manière ultra rapide et que nous arrivons à un moment dans le futur, imaginons, je ne sais pas moi, dans 50 ans, et que, à la place de cette prairie, il y a un centre commercial. Et donc, ça grouille de monde. Il y a des bâtiments, des commerces avec des marques qui n'existent pas encore, et ainsi de suite. Continuons à avancer dans le temps, et imaginons maintenant qu'on avance dans 300 ans, et que ce centre commercial est devenu un astroport, et qu'il envoie des fusées dans l'espace. Maintenant, nous revenons en arrière, en 2022, et nous revenons à cette prairie. Maintenant, nous allons dans l'autre côté. Imaginons qu'on recule dans le temps et qu'on s'aperçoive que c'est le lieu d'une bataille de la Première Guerre mondiale, par exemple, et qu'on se retrouve avec des soldats qui courent. Et puis on remonte encore dans le temps. Et on se retrouve à l'époque de l'ère glaciaire, par exemple, et on est sous l'eau. Parce que le niveau de la mer n'est pas le même. Et puis on remonte encore dans le temps. Et on se retrouve au moment des dinosaures. Et là, on manque de se faire manger par un tricéraptor, je sais plus comment on dit, voilà, tricéraptor ou je sais pas quoi. Et puis on continue encore. Et là, on arrive avant la création de la Terre. Et on est dans le néant, le vide intersidéral. Et on revient à cette prairie. Et finalement, on revient maintenant en 2022 à cette prairie. Et on peut percevoir que cette prairie est tout à la fois, du néant à l'astroport. Maintenant, on va imaginer cette prairie avec différentes échelles d'espace. Imaginons maintenant que je suis une fourmi dans cette prairie. Quelle va être ma perception de cette prairie? Imaginons maintenant que je suis une étoile, ou je suis la Terre, et que je perçois cette prairie. Vous comprenez qu'en fait, c'est toujours la même prairie, mais qu'en fonction de notre échelle et de notre unité de temps, ce que nous allons percevoir de cette prairie est très, 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 très différent. Et finalement, quelle est la réalité et la vérité de cette prairie? Est-ce un espace vide? Est-ce un espace sous l'eau? Est-ce du néant? Est-ce un centre commercial? Et finalement, c'est ça la multidimensionnalité de cette prairie. C'est qu'elle est tout ça à la fois, et en même temps, elle n'est aucune de ces choses. Alors, finalement, on pourrait comprendre cela avec la lumière. Alors, je ne vais pas rentrer dans les équations d'Einstein, mais on va dire que finalement, la lumière se déplace très vite. Voilà. Et qu'en permanence, le Soleil envoie des rayons sur la Terre, et ces rayons rebondissent et repartent dans le cosmos. Imaginons maintenant que l'on ait une machine à aller très, 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 très vite, et que cette machine nous permet de rattraper
comme une soucoupe volante, qui nous permet de rattraper le rayon de lumière qui a rebondi sur la Terre et qui est parti. Si nous réussissions à aller plus vite que la vitesse de la lumière, nous pourrions retrouver le moment où la lumière a tapé, et c'était par exemple la bataille de la Première Guerre mondiale. Et donc, si nous allions suffisamment vite pour dépasser le rayon actuel et le dépasser par exemple 110 ans, nous retournerions à la Première Guerre mondiale. Et donc, nous pourrions avoir accès à l'image de cette bataille. Parce que finalement, le rayon qui a tapé sur la Terre et qui est reparti contient en lui, à chaque instant, l'information de l'instant présent. Et donc, finalement, cette bataille a été un moment, un instant présent, qui n'a pas disparu, qui est simplement parti avec la lumière du soleil et qui a rebondi sur la Terre. Est-ce que c'est un petit peu comme l'image qu'on voit des étoiles dans le ciel qui sont des fois déjà mortes depuis longtemps, dans le principe? Complètement, c'est exactement la même chose. Nous avons toujours une image passée du ciel. Et en fonction de la distance, elle est plus ou moins loin. Quelqu'un qui verrait à 1 million d'années-lumière la Terre, verrait la Terre il y a 1 million d'années. Si c'était 1 milliard, il y a 1 milliard d'années-lumière, il verrait la Terre il y a 1 milliard d'années, et ainsi de suite. Et donc, finalement, la lumière est liée au temps. Déjà, première chose à intégrer. Voilà. Mais, là où c'est un peu subtil, c'est qu'on ne verrait l'image, mais pas le son. C'est-à-dire que si j'avais mon vaisseau pour retourner, par exemple, en 1916, je verrais la bataille, mais j'entendrais pas les soldats en train de se battre. Parce que le son se déplace à une autre vitesse et d'une autre manière. Mais ça, on va le comprendre un peu plus tard. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. En tout cas, j'essaie d'être le plus simple possible. Voilà. Maintenant, revenons à notre prairie. Et on va se mettre finalement à méditer dans notre prairie, comme ça, à respirer, à essayer de la ressentir avec nos émotions. Voilà. Et finalement, on va imaginer que tous les événements que j'ai décrits sont des états parallèles de cette même prairie, et que finalement, ils ont chacun, quelque part, leur réalité, mais qu'elle n'est pas perceptible par mes sens aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que cette bataille n'a pas eu lieu, ou que ce centre commercial ne va pas exister. Mais ça veut dire que pour l'instant, je suis exclu de la perception de ces événements, soit passés, soit futurs. Alors, c'est un peu différent entre le passé et le futur, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, maintenant, si je rentre en méditation, donc je vais percevoir que finalement, on peut imaginer que les dinosaures qui courent dans cette prairie, c'est une autre dimension de cette prairie. Et que finalement, si j'accepte de faire s'effondrer ma perception que j'ai avec mes sens actuels, je vais pouvoir m'ouvrir à la perception de cette prairie remplie de dinosaures. Mais pour cela, je vais devoir, comme dans mon exemple, m'autoriser à ce que ma perception actuelle s'effondre. Sinon, je ne percevrai pas les états parallèles de cette prairie. Imaginons maintenant que dans cette prairie, je veuille acheter un terrain. J'adore cet endroit et j'achète un terrain et je me dis que je vais construire une maison. Voilà. Et donc finalement, ce terrain, il est à la fois ma maison en potentiel et un espace vide. Il est et il n'est pas. Il est ma maison, mais il n'est pas ma maison. Mais comme je conçois déjà que c'est ma maison, quelque part, cette maison existe déjà. Mais elle n'existe pas encore, parce que je ne la vois pas avec mes sens. Mais il y a une dimension où cette maison existe déjà. À partir du moment où je signe l'achat de ce terrain, dans cette prairie, quelque part, je lance le projet et je crée une ligne du temps dans laquelle ma maison va exister. Donc finalement, il y a la maison de mes rêves. Cette maison, elle a peut-être, je ne sais pas moi, une pool house, elle a peut-être un jacuzzi sur la terrasse, elle a peut-être une tour, tel un château de princesse. Elle a peut-être des toilettes en or. Et il y a la réalité de ma condition financière.
Et là, c'est très complexe parce que finalement, je vis cette maison, je me mets à rêver cette maison et je vais aller voir mon architecte, par exemple et je vais lui dire: «Bah, écoutez, moi j'ai 200 000 €. Est-ce que c'est possible de faire des toilettes en or?» Il va me dire: «Non», évidemment et donc là, va se confronter finalement 2 visions. Une vision dite réelle de cette maison et ma vision potentielle de cette maison. Et c'est là où il va y avoir un autre effondrement, c'est-à-dire entre ce que je crois possible, ce que mon émotion me dit possible et ce que finalement la matrice du réel m'autorise. Et donc la discussion avec l'architecte va réduire les possibilités de cette maison. C'est-à-dire que finalement, il va la figer entre plein de maisons potentielles et une maison qui va finalement être la maison définitive. C'est-à-dire qu'il y a toutes les maisons que je rêve, plus ou moins de manière objective. Je sais pas, moi, je vais me mettre à, comme on dit, à triper sur toutes ces possibilités de faire des maisons. Et il y a ce que l'architecte va me dire, non, on va faire ça. Et il va quelque part être, quelque part, le rôle du brise-joie, on va dire, voilà. Et c'est lui qui va un petit peu du rabat-joie, voilà. Il va avoir le rôle du rabat-joie et il va me dire, non, ta joie, tu la gardes parce que finalement, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, maintenant, on reste dans cet exemple parce que je pense qu'il est très parlant. Et imaginons maintenant qu'on invite notre meilleur ami sur le terrain. Et on présente à notre meilleur ami notre projet. On est très enthousiaste. On lui raconte comment cette maison va être magnifique et on lui montre les plans et on lui explique. Alors là, il va y avoir la salle de bain, le couloir, le truc. Et là, on va s'apercevoir que notre ami, il s'en fout. Il décroche un peu. Et alors, on comprend pas parce que c'est notre meilleur ami et nous, on est là genre, ouais, mais regarde, ça va être génial cette maison. Mais on n'arrive pas à lui partager cet enthousiasme. Et lui, ce qu'il voit, c'est une prairie avec un champ. Il nous dit, ouais, ok, d'accord. Il veut pas nous vexer, mais bon, il comprend pas trop de quoi on parle. Parce que finalement, il n'a pas le même enthousiasme et la même implication émotionnelle que nous dans cette maison. L'architecte va un peu plus comprendre déjà parce qu'il est formé et puis parce qu'il a un intérêt financier. Donc lui, il va s'impliquer émotionnellement dans la construction de la maison. Alors que notre meilleur ami, qui finalement ne va pas gagner de sa vie dedans ou pour l'instant ne voit pas trop, ne va pas forcément réussir à se projeter dans cette maison, malgré toute l'amitié qu'il a pour nous. Maintenant, changeons l'expérience avec notre meilleur ami et racontons-lui ce magnifique dîner que nous pourrions avoir ensemble une fois la maison terminée. Et commençons à lui raconter ce que nous allons manger au dîner. Commençons à lui raconter ce magnifique rôti qui va cuire dans le four, avec ce château Margaux 2002 et cette magnifique île flottante en dessert. Ou imaginons pour les végétariens que ce soit, je sais pas moi, une tarte tatin de légumes, voilà, avec de la kombucha. Et du coup, finalement, commençons à raconter à notre meilleur ami à quel point ce repas que nous allons partager va être délicieux. Comment on va rire, comment on va partager une tranche de vie. Imaginons qu'avec cet ami, nous lui décrivions l'odeur du bois, de la toiture, heu, en pin, hem, la vue qu'on pourrait avoir de la fenêtre. Et finalement, nous allons nous apercevoir que l'implication de notre ami quant à la construction de notre maison va changer. Et d'un coup, il va commencer à voir apparaître devant lui les murs. Et sa perception va complètement changer parce que on aura mis de l'émotionnel dedans. Et on sera sorti d'une visualisation purement mentale à un instant émotionnel avec les sens impliqués. Et les sens, notamment du goût et de l'odorat, qui sont très, très importants et qu'on sous-estime énormément. Voilà, ce n'est pas que simplement, l'ouïe et la vue qui sont le plus important, mais bien souvent l'odorat d'ailleurs. D'ailleurs, on dit: «Ça, je le sens» ou «Je le sens pas». Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc finalement, nous allons comprendre que tout cela, cette notion d'espace-temps,
sont liées au cœur et la mémoire. Et la mémoire est liée au cœur. Finalement, on parle d'un souvenir futur et finalement, nous allons percevoir que cette notion de mémoire et de temps, elle prend de l'énergie et de l'espace. D'ailleurs, le stockage de la mémoire nécessite des bibliothèques, des disques durs, des monuments, des livres. Et c'est pas pour rien qu'on dit apprendre par cœur, apprendre par le cœur, pas par la tête. On dit pas apprendre par tête, on dit apprendre par cœur. Et donc finalement, nous allons nous apercevoir que les dimensions sont en grande partie espace, mais temps, et que les dimensions sont liées au temps, mais surtout à la mémoire et donc au cœur. Alors, dans certaines technologies, on verra que la lumière aussi est liée à tout ça, et la lumière est liée à la mémoire. Parce que la lumière contient en elle tous les événements. C'est pour ça qu'il y a certaines civilisations qui utilisent les cristaux, les diamants, les quartz, comme disque dur. Mais ça, c'est pas, encore une fois, le sujet. Voilà, donc la lumière est liée à la mémoire, elle est liée au temps. Donc voilà. Maintenant, nous revenons à notre prairie, à notre maison. Donc, je vous propose vraiment de ressentir ce que je vous dis, tous les détails, avec tous vos sens. Donc, nous comprenons que finalement, toutes ces perceptions, la capacité de se projeter dans le temps, est en grande partie liée à nos émotions. Et que lorsque nous avons fait l'expérience avec notre ami de lui décrire l'odeur ou le goût de ce rôti, nous lui avons proposé une expérience émotionnelle, un ressenti. Et ce ressenti a créé le meilleur futur possible pour cette maison. Et donc, nous venons, quelque part, de regagner sur l'architecte parce que nous avons mis du cœur et plus de la tête. Et on peut se dire qu'on revient le lendemain avec notre rendez-vous avec l'architecte avec un meilleur état émotionnel et donc un meilleur potentiel pour notre maison. Et finalement, nous n'avons plus comme but de faire des toilettes en or, mais que ce dîner avec notre ami soit possible. Et là, c'est très différent. On n'est plus dans le fantasme, on est dans un moment émotionnel que l'on souhaite vivre un jour. On souhaite que ce dîner puisse avoir lieu. Et là, on vient finalement de créer notre meilleur futur pour cette maison. Car on a changé d'état émotionnel, donc d'état vibratoire, donc de futur. Finalement, guérir notre état émotionnel, guérir nos blessures, c'est nous permettre notre meilleur futur possible. Mais là encore, ce n'est pas le sujet. Donc finalement, nous venons de créer quelque part, avec cet exemple, une Madeleine de Proust, mais inversée. On va l'appeler un rôti de Sydney. Voilà. C'est-à-dire que, finalement, la Madeleine de Proust, c'est Proust qui, pendant tout un bouquin, a, en regoûtant une madeleine, tout le souvenir de sa grand-mère. Je ne vais pas dire de bêtises parce que c'était vieux, je l'ai étudié enfant au lycée. Mais on va dire que finalement, pendant tout un livre, il va nous faire quelque part l'apologie de la madeleine. Et nous, finalement, c'est de notre rôti que nous allons finalement, qui va guider les actions futures. Et ce rôti est très émotionnel. Et donc, finalement, il remplit notre cœur. Voilà. Alors maintenant, je vous propose d'avancer dans le temps. Nous sommes 1 an plus tard. La maison est terminée. Et nous invitons enfin notre ami à dîner. 1 an jour pour jour, imaginons. Et là, le repas est génial. On débouche ce château Margaux. On rit. On mange ce rôti ou cette tarte tatin de légumes. Ou cette kombucha. Et on se remémore ensemble sa visite sur le chantier. Et là, une question se pose. Est-ce que ce dîner a été organisé suite à la visite sur le chantier? Ou est-ce que, quand nous avions imaginé ce moment depuis le chantier, c'était une fenêtre sur le futur? C'est un petit peu la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que finalement, cet événement existait déjà et nous avons simplement eu une fenêtre dessus? Ou est-ce que finalement, c'est cette création émotionnelle qui a attiré à lui tout le reste? Et c'est un espèce de paradoxe de boucle temporelle.
et de notion de causalité, d'effet et de rétrocausalité. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc finalement, on va continuer cet exercice et on va imaginer maintenant que notre ami revient 1 an plus tard encore, après la fin de la maison, après ce fameux dîner. Et ce soir-là, nous avons du poisson, par exemple. Et c'est pour célébrer l'anniversaire des 1 an de cette maison. Et à ce moment-là, lors de ce fameux nouveau dîner avec du poisson, nous évoquons ce rôti. Comment il était succulent, comment ce château Margaux était bon, ou cette kombucha, ou cette tarte tatin de légumes. Et nous nous mettons à nous souvenir de ce fameux dîner. Et donc une question se pose, quel est le vrai dîner? Car nous avons 3 dîners maintenant. Nous avons le premier que nous avons imaginé sur le chantier, qui était une espèce de projection, de visualisation. Nous avons le deuxième qui était dans l'instant présent, qui était une expérience vécue. Et nous avons le troisième dîner, qui est un souvenir d'un moment passé, et qui finalement repart dans l'état quantique et qui redevient un peu flou. Maintenant, lors de ce dîner au poisson, nous pourrions aussi évoquer la visite sur le chantier et le moment où nous avons parlé de ce dîner. Et donc nous aurions un quatrième, quelque part, dîner, qui est 2 ans plus tard, le souvenir de la discussion de ce dîner futur. Et nous nous apercevons que ce dîner est dans plein d'états différents. Là, on en a 4, pratiquement. Mais on pourrait aller encore plus loin. Et on n'est pas limité. Et donc, finalement, la question est, voilà, et imaginons que le jour où nous avons notre ami à dîner, avec ce jour donc, où il y a du poisson, on va parler nourriture, comme ça, ce sera plus simple de se repérer dans le temps. Imaginons donc, lors de ce repas avec le poisson, nous avons un autre ami avec nous à table, nous sommes 3. Et donc, nous racontons à notre troisième compère toute cette anecdote du rôti et de la maison. Et là, notre meilleur ami nous dit: «Mais nous n'avons jamais mangé de rôti. Nous n'avons jamais mangé de rôti. C'était une tarte tatin, ça n'a jamais été un rôti». Et là, on se dit: «Mais mince, nous, on est persuadés que c'est un rôti. C'est toute l'anecdote du rôti. Comment c'est possible que ça ne» non, 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 ce n'est pas vrai. C'est un rôti avec un château Margaux. Et là, notre ami nous dit: «Non, non. Moi, je bois pas d'alcool, c'était de la kombucha et je suis végétarien et c'était une tarte tatin de légumes». Et là, on est confronté parce que notre troisième interlocuteur, notre troisième ami ne sait pas lequel de nous 2 a décrit le vrai événement. Et la question c'est, est-ce qu'il existe un repas objectif? Ou est-ce que finalement c'est le souvenir respectif que nous avons qui compte? Et finalement, est-ce que ce dîner était un rôti ou une tarte tatin? Est-ce que c'est important? Et à ce moment-là, nous apercevons que finalement nous sommes confrontés au mythe face au réel. Mais ça, c'est dans toute l'histoire. C'est-à-dire que en Égypte, on nous explique que, je sais pas moi, les pyramides sont des tombeaux. On nous explique, je sais pas, que Napoléon, était un conquérant ou que Jésus, avait les cheveux blonds et les yeux bleus. Et et finalement, qu'est-ce qui compte? L'histoire avec un grand H? Ou un petit des fois, parce que finalement, on sait même pas si c'est un grand H, parce que est-ce qu'il y a une histoire avec un grand H? Et donc finalement, est-ce que ça, c'est des états parallèles? Parce que finalement, on se retrouve avec 2 dîners, un avec la tarte tatin et un avec le rôti. Est-ce que ces 2 dîners sont des dimensions parallèles? Et à ce moment-là, notre ami qui était avec nous à ce dîner sort un téléphone et nous dit: «Regarde, j'ai une photo». Et là, on est confronté à encore autre chose. Il nous sort une photo et dans cette photo, on s'aperçoit qu'il avait raison, que c'était bien une tarte tatin et qu'il n'y a jamais eu de rôti. Et là, à ce moment-là, on vit un autre effondrement. Et finalement, c'est tellement violent pour nous que c'est tout notre émotionnel lié à la construction de cette maison qui va s'effondrer. Tous les amis à qui on a raconté l'histoire de ce rôti, on va se retrouver presque honteux en se disant: «Mince, j'ai raconté une anecdote qui est fausse». Et émotionnellement, pourtant, j'en étais persuadé. J'étais persuadé que c'était un rôti.
Et en fait, devant cette photo, je suis obligé de constater que c'était une tarte tatin de légumes. Et finalement, c'est comparable à ce que nous vivons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la présence de photos en permanence, les réseaux sociaux en général. C'est-à-dire que finalement, ce genre de photo fait un effondrement de la multidimensionnalité des instants vécus. Et c'est pas pour rien qu'il y a certaines peuplades qui considèrent qu'on leur vole leur âme. Et là, on va voir qu'ils n'ont pas tout à fait tort. C'est-à-dire que finalement, au moment où on a cette photo, c'est un effondrement et elle devient notre ombre projetée de la caverne de Platon. Car cette photo, finalement, ne contient ni la joie, ni l'odeur de la nourriture, ni les émotions ressenties. Et finalement, elle est quelque part polarisée. C'est-à-dire qu'elle vient de créer une polarisation de ce moment. Ce moment, finalement, qui était de la lumière. Et nous nous apercevons que cette photo a été possible grâce à la lumière. Mais que la lumière, elle est à la fois onde et particule. Et là, cette photo a figé des ondes en particules. Et cette photo vient de créer un moment qui peut-être n'est même pas le vrai moment, parce que finalement, elle n'est qu'une fenêtre à un instant donné sur cette soirée. Mais elle vient de remplacer pour toujours le moment qu'on a vécu. Et en plus, elle a enfermé toutes les ondes que contenait ce moment et les a figées en particules. Et là, on va s'apercevoir que finalement, la lumière, parce que tout est une question de lumière, elle est à la fois onde et particules, et dans les ondes, elle a 2 types d'ondes. Alors là, ça va être un petit peu plus technique, mais on va essayer de le faire très simple. Elle a ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Alors les ondes magnétiques, on connaît très bien, c'est-à-dire c'est toutes les couleurs déjà. Les couleurs sont des ondes électromagnétiques, mais c'est simplement une petite portion des ondes électromagnétiques. Et d'un côté, nous avons donc les ultraviolets. Et lorsque nous allons donc dans les couleurs ultraviolettes et que nous continuons à aller dans des ondes de plus en plus petites, donc au micromètre, nanomètre, picomètre, nous avons les rayons X qui voient à travers. Donc c'est tellement petit qu'on voit à travers le corps. Et les rayons gamma. Et de l'autre côté, lorsque nous dépassons les infrarouges, nous avons les micro-ondes qui nous permettent de cuire notre nourriture, les ondes radio, et encore plus grandes, nous avons les ondes comme les CB. Voilà, qui sont des ondes qui ont des ellipses sur plusieurs kilomètres. Voilà. Donc ces ondes de lumière sont sinusoïdales, c'est-à-dire qu'elles montent et qu'elles descendent. Elles sont polarisées. Et si on prenait une ligne au milieu, on verrait qu'elles sont des fois dans le pôle plus et des fois dans le pôle moins, et ainsi de suite. Et nous sommes souvent confrontés dans le monde moderne à ces questions de polarisation. Mais il existe un deuxième type d'ondes qui nous intéresse beaucoup plus, qui s'appelle les ondes scalaires. Et ça a été découvert par Nikola Tesla. Et les ondes scalaires sont très 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 intéressantes, parce qu'elles ne sont pas des sinusoïdales, mais des spirales en vortex. On veut dire des formes de ressorts. Elles sont comme des ressorts. Voilà. Et elles se déplacent plus vite que la lumière, elles sont ce qu'on appelle supraluminiques, et sur des grandes distances. Et je vais essayer de vous raconter ça le plus simplement possible, mais on va dire qu'elles contiennent, on va dire, des biophotons, des neutrinos et des tachyons. Et qu'elles sont finalement une réplique de notre double hélice d'ADN. Et que, selon notre état vibratoire, il nous est possible de rentrer en résonance avec ces ondes scalaires et finalement, que ces ondes scalaires viennent épouser nos hélices d'ADN et nous transformer petit à petit. Et finalement, les personnes dites praniques, celles qui arrivent à se nourrir de lumière, sont celles qui ont la capacité, par leur état vibratoire, d'épouser les ondes scalaires de la lumière, et pas électromagnétiques, et de se nourrir avec, parce que finalement, ça va modifier les protéines de l'ADN et nous remplir d'énergie.
notre corps a une certaine scalabilité, c'est-à-dire qu'il a cette capacité d'extension et d'adaptation. C'est-à-dire que, finalement, notre corps, contrairement à un ordinateur, a la capacité de muter et de s'adapter et de s'étendre quelque part à l'infini. Notre corps, comme tout organisme vivant, n'est pas limité. C'est ça qui a permis à la mutation des espèces et à l'évolution constante. Ton ordinateur, il va jamais évoluer. Enfin, sauf si tu changes des composants, mais on va dire qu'il ne va pas être scalable. Et finalement, la scalabilité, c'est aussi lié aux ondes scalaires. C'est-à-dire que il est capable, notre corps, de recevoir de l'information, donc de ces deuxièmes ondes de lumière, et en rentrant en résonance avec ces ondes, il va muter petit à petit et il va évoluer. Il y a deux principales ondes scalaires qui sont une de nature mécanique et l'autre de nature électrique, qui sont le son. Le son est une onde scalaire. Et, quelque part, les ondes mentales. Alors, les ondes mentales, c'est pas forcément la pensée, mais ça, on le verra plus tard. Voilà. Et donc, nous allons apprendre, dans ces ateliers, quelque part, à permettre à notre corps de rentrer en résonance avec ces ondes scalaires pour faire évoluer notre ADN. Faire évoluer, quelque part, notre capacité à intégrer de la lumière et ainsi à, quelque part, créer notre meilleur futur possible. Et finalement, en apprenant cela, on va rentrer donc en résonance avec la lumière et ça va changer notre vie quotidienne. Quelque part, nous allons apprendre à faire évoluer notre ADN en concertation avec la lumière. Voilà. Alors, là, voilà, c'est à peu près la fin de cette première partie. Donc, dans la deuxième partie, on verra des choses aussi passionnantes comme tous nos corps subtils et les dimensions secrètes. Ouais, Mais et du pour coup, l'instant, voilà, ouais, je te laisse. du coup, je vais me permettre de t'interrompre, Sydney, pour présenter cet atelier que tu nous proposes pour incarner notre multidimensionnalité, justement. Et ce sera pour ceux qui peuvent être en direct le mardi 25 octobre à 20h30. Bien entendu, ceux qui ne seraient pas disponibles ce jour-là, pensez à vous inscrire tout de même, car quelques jours après, vous recevrez le replay que vous pourrez consulter à vie dans votre espace personnel. Et cet atelier va vous permettre de vivre tous les états de la matière, de la fragmentation à l'un, dans les 10 dimensions qui composent ce que nous nommons le réel, de la 3D à la, accrochez-vous bien, 13D. Recevez les codes énergétiques qui sont propices à notre évolution depuis chaque dimension. Accédez à un recalibrage vibratoire depuis l'espace unifié global et ainsi catalyser nos perceptions et nos capacités. Et nous allons également apprendre des techniques concrètes pour accéder à notre multidimensionnalité à tout moment, pour ainsi créer notre meilleur futur. Comme d'habitude, vous avez le lien dans le chat, là, pour ceux qui sont en direct, pour pouvoir commander donc ces ateliers et nous rejoindre, que ce soit en direct ou en replay, pour incarner votre multidimensionnalité. Ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, dans la description, vous avez également le lien. Et ceux qui nous regardent directement sur le site, vous cliquez sur « Je rejoins les ateliers » et ça vous conduira également à cette page d'inscription pour pouvoir, en compagnie de Sydney et tous ensemble, vivre ce beau moment d'apprentissage pour aller encore plus loin, parce que vous voyez déjà ce que nous dit Sydney aujourd'hui. C'est assez technique, on va dire, pour certains. J'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas d'ailleurs, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat, que ça concerne la conférence ou les ateliers d'ailleurs, bien entendu. Et là, dans les ateliers, on va pouvoir rentrer aussi dans des parties plus concrètes pour pouvoir appliquer à nous, si j'ai bien compris, Sydney, c'est bien ça? Oui, en fait, je m'aperçois en entendant la description des ateliers que c'est un petit peu pointu, mais nous allons voir tout ça de manière simplifiée, extrêmement simplifiée, de manière extrêmement concrète.
finalement, là, tout de suite, nous venons d'aborder, avec tous ces exemples, les dimensions parallèles, les plans, l'espace, le temps, et nous l'avons fait très simplement. C'est-à-dire que tous ces exemples illustrent des concepts mathématiques très, très complexes derrière. Mais de manière, on va dire, j'aime pas ce mot, mais de manière un petit peu vulgarisée. En tout cas, expliquée sous forme d'exemple. Voilà. D'ailleurs, si vous nous regardez en replay et que vous vous dites « Oh mon Dieu, j'ai pas pu poser votre question », eh bien, inscrivez-vous à l'atelier et Sydney pourra répondre à toutes vos questions. Et vous aurez même, après vous êtes inscrit à l'atelier, accès à l'adresse mail de Sydney pour pouvoir lui poser vos questions et de dialoguer plus avant avec lui, en plus, bien sûr, de ce magnifique atelier auquel Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc d'ailleurs. Franchement, le prix, déjà, c'est 37 € donc, pour la version non téléchargeable, c'est-à-dire que vous la regarderez à loisir. Vous pourrez la regarder autant de fois que vous voudrez, cette vidéo du replay de l'atelier, dans votre espace personnel en vous connectant par Internet. Et vous avez également l'option à 57 € avec la version donc téléchargeable, où là, vous pourrez en plus la télécharger sur votre appareil et la regarder sans avoir besoin d'avoir une connexion. Et vous aurez également en téléchargement le MP3, donc le son de cet atelier également. Et vous avez la possibilité de payer en 2 fois si vous le souhaitez. Ça, c'est pour les considérations techniques. Ah, Myriam nous pose une question. Combien de temps dure l'atelier, Sydney? On va essayer Alors, que ça en soit moins général, d'une heure et demie. C'est autour d'une heure et demie, on va dire. voilà, en général, j'allais dire c'est 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et Sydney, des fois, il faut lui couper le micro pour qu'il arrête de nous parler, sinon on pourrait rester toute la Oui, nuit. c'est vrai qu'on en a fait une qui a fait presque 2 heures, je crois. Enfin, on a fait un atelier qui a fait presque 2 heures une fois. Oui, voilà. Mais généralement, en tout cas, c'est entre 1 heure et 2 heures, mais c'est autour d'une heure et demie, 1h40. Voilà, c'est très, très riche. Et puis, ça dépend aussi du nombre de questions que vous aurez à lui Oui, poser souvent, c'est à les ce questions moment-là. qui dilatent le temps. Voilà. Exactement. Mais écoutez, si vous avez, vous, d'autres questions, posez dans le chat. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur les aspects techniques. Et Sydney, du coup, on va te laisser poursuivre également et nous donner plutôt encore plus envie d'assister à ce magnifique atelier. Voilà. Alors, donc, on va aborder maintenant la deuxième partie. Donc, dans la description qu'on a eue des ateliers, on a entendu parler de 13D. Et là, on s'est dit, oulala. Et donc, nous allons revoir tout ça de manière un peu plus simplifiée. Reprenons notre exemple du doigt devant le visage du début. Finalement, ou de la photo du dîner. Finalement, si nous regardons la photo ou notre doigt d'un seul œil, nous avons la 2D. Alors la 1D, c'est une ligne, bon ça... Voilà. Non, je crois même que c'est un point. Donc non, c'est peut-être une ligne, je sais plus. Voilà. Non, je crois que c'est qu'un point. Non, c'est peut-être... Je sais plus. Ensuite, nous avons la 3D. C'est nos deux yeux. Mais on va essayer de comprendre tout ça aussi avec notre corps et nos chakras. Parce que nous allons nous apercevoir que les dimensions sont liées aux chakras. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des chakras, posez-le dans le chat, mais je vais partir du principe que vous savez ce que c'est. Voilà. Alors c'est des points d'énergie qui sont liés à certains centres particuliers dans notre corps. Voilà. Souvent à des cortex. Voilà. Alors, ou à des plexus. Donc, notre 3D, c'est notre corps. Et finalement, on pourrait comprendre que les chakras de notre corps, on va dire que ça va être les points au centre de notre main et de nos pieds, et qui sont finalement l'énergie qui nous met en mouvement, soit pour nous déplacer, soit pour agir. Et c'est, donc voilà, la 3D de notre corps, c'est quelque part ce qui nous permet d'interagir avec la matière. La 4e dimension,
c'est ce que l'on va appeler notre corps astral. Alors, c'était dans l'exemple tout à l'heure. Alors, on va pas voir les dimensions comme vous le voyez habituellement. Donc, encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est n'ayez pas peur de l'effondrement de vos perceptions et partons d'une page blanche. Voilà. Donc, la quatrième dimension telle que je vais la décrire, c'est pas celle avec le temps, mais c'est celle en dehors de la matière. Finalement, la quatrième dimension, c'est la dimension des entités astrales. Celle où on va quand on fait une expérience de mort imminente. Et elle est liée pour moi au chakra racine. Et nous allons voir qu'elle est liée même au périnée et à l'énergie, en tout cas, qui va nous permettre d'accéder à la perception, comme on avait dans l'exemple tout à l'heure du doigt, de se voir au-delà de nous-mêmes et de s'observer de l'extérieur. La cinquième dimension est liée à notre corps émotionnel. C'est-à-dire que finalement, elle est liée au chakra sacré. Elle est liée au sentiment. Et lorsqu'on parle de la nouvelle Terre en 5D, on comprend qu'il y a un enjeu et que l'enjeu, il est lié au sentiment. C'est-à-dire à l'incarnation du couple sacré face aux images ultra sexualisées et pornographiques qui sont présentes partout aujourd'hui. Et finalement, le passage en 5D, c'est lié donc à notre deuxième chakra et c'est lié donc à notre chakra sacré. Et nous allons voir comment, finalement, dépasser toutes ces images auxquelles nous sommes confrontés en permanence pour incarner le sacré en nous au quotidien. La sixième dimension, elle est liée à notre plexus solaire. Et elle est liée finalement à ce que l'on va appeler le cœur égo. C'est finalement, bon, on peut la voir aussi des fois liée à ce que nous ingurgitons, à la nourriture, mais elle est liée aussi à l'ego. C'est-à-dire qu'elle est liée à ce qui nous anime, à nos croyances et à notre quête. Qu'est-ce qui nous met en mouvement? La septième dimension, alors celle-là, c'était le corps mental. La septième dimension, c'est le corps mental supérieur, lié au corps, au cœur, au chakra du cœur, à l'énergie quantique, à l'énergie créatrice. C'est-à-dire que c'est l'exemple de notre chantier. On est face à un vide, et on est face à une maison en devenir, et par l'énergie du cœur, on va faire apparaître quelque chose qui n'était pas, quelque chose qui était à l'état quantique potentiel et qui va devenir à l'état réel. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, la septième dimension, qui est liée au chakra du cœur. Ensuite, nous avons la huitième dimension, qui est liée à notre corps causal et à notre gorge. Et là, c'est intéressant, on le verra dans l'atelier, c'est lié à l'antimatière. C'est lié à l'énergie de création, mais aussi à l'énergie de destruction. C'est quelque part l'énergie mécanique des ondes scalaires, c'est ce qu'on peut voir dans l'évangile de Saint Jean comme le logos. Au départ était le verbe. Et on verra que le verbe, il est créateur, mais il est destructeur. Certains discours ont emmené des gens à la mort, pour des batailles. Certaines paroles, pour une rupture, ou certaines paroles pour dire « je t'aime ». Donc c'est vraiment la création et la destruction, liées au chakra de la gorge et à l'antimatière. La neuvième dimension, c'est la dimension du corps bouddhique, christique, selon les croyances, qui est liée au troisième œil. Et c'est la dimension de l'information qui entoure toute chose, tout objet. Même mon ordinateur a de l'information. Bon, ça, on pourrait le savoir, mais même un livre. Non, ça aussi, je sais pas moi. Mais une petite cuillère, voilà, a de l'information, ou une table. Voilà. Voilà, voilà, exactement. Je sais pas ce que c'est un maracas. Voilà. Même ton maracas est rempli d'informations, mais bon, ça, c'est un peu, il fait du bruit, donc ça nous influence dans une mauvaise direction. Mais on va dire que cette notion d'information, donc de la neuvième dimension, c'est aussi ce qu'on appelait tout à l'heure, par rapport à nos ondes scalaires, l'énergie électrique. La 10e dimension, c'est lié à la couronne et c'est lié finalement à notre connexion
à ce qu'on appelle le corps divin et le grand soleil central, ou la source, ou le centre de l'univers. Donc là, nous sommes passés de notre corps en 3D à notre chakra couronne en 10D. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les scientifiques aujourd'hui butent sur un problème qui est de relier l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et notamment, on a la théorie des cordes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, de toute façon, je ne les connais pas. Je le connais qu'en surface, parce que je ne suis pas physicien. Mais on va dire que la théorie des cordes, pour unifier l'infiniment petit et l'infiniment grand, il est nécessaire de 10 dimensions. Et là, nous retombons sur notre exemple du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque dimension que l'on rajoute pour unifier l'infiniment grand et l'infiniment petit simplifie l'équation. C'est-à-dire que finalement, quand on évolue dans la 10e dimension, on est tellement proche de l'état d'unité qu'il n'y a plus d'interaction et de phénomènes de percussion comme il peut y avoir dans la 3D. La 3D est la dimension la plus complexe car elle n'est que friction, confrontation, opposition. Et on n'a que des phénomènes ricochets. C'est-à-dire qu'une pierre qui tombe va engendrer un certain nombre de phénomènes et ainsi de suite. Alors que dans cette 10e dimension qu'on rajoute, on est dans cette espèce d'unité totale, ce qu'on pourrait appeler la source. Voilà. Donc nous allons, lors des ateliers, déjà être capable de prendre conscience de ces 7 dimensions qui nous amènent à la 10D, parce qu'on commence en 3D, et en quoi finalement, en les réunifiant, on va être capable déjà de changer totalement son état vibratoire et sa capacité à recevoir des ondes scalaires et finalement de la lumière. Et ensuite, on va naviguer un petit peu dans les 3 prochaines qui sont de la 11e à la 13e et qui sont quelque part au-delà, comme j'ai fait ma première conférence au-delà de la source, et on va dire qu'ils sont des dimensions au-delà de la source. Voilà. J'ai pas envie de vous perdre, donc je vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus. Mais on va J'avais dire envie, qu'il y a, oui, il y a des dimensions ensuite. Voilà. j'avais envie de te poser une question. Je ne sais pas si vous vous la posez, vous aussi. Elle est peut-être un peu toute bête. Mais à quoi ça va nous servir d'incarner notre multidimensionnalité au Alors, quotidien, justement, dans notre vie? oui, oui. Reprenons l'exemple du chantier. Reprenons l'exemple de la maison. Si on n'a pas de conscience multidimensionnelle, on va subir, par exemple, la photo du repas ou l'architecte qui nous dit c'est comme ça. Lorsque on a accès à notre multidimensionnalité, on a accès à l'espace et au temps-espace. C'est-à-dire que en accédant à notre multidimensionnalité, on a accès aux lignes du temps. En permanence, on est face à différentes lignes du temps à chaque moment de la vie. Prendre notre voiture ou prendre le train, manger une choucroute ou un cassoulet. Mais ça va être aussi pour des choix très importants. Changer de travail, changer de lieu de vie, rencontrer ou non quelqu'un. Mais ça va être aussi finalement se lancer dans sa mission de vie. On parle de l'académie de la nouvelle vie. Eh ben, pour incarner cette nouvelle vie, il faut accéder quelque part au mode d'emploi de la ligne du temps de cette nouvelle vie et de la meilleure ligne du temps. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si la vie était comme un jeu dont on n'a pas les règles. Et quelque part, accéder à sa multidimensionnalité, c'est être capable de percevoir au-delà de notre perception actuelle, c'est-à-dire c'est d'augmenter les échelles de perception pour être capable finalement de vivre notre meilleure vie. C'est-à-dire que lors de l'exemple finalement de ce rôti, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on a projeté notre conscience dans ce moment vécu émotionnellement du rôti, la maison a vraiment existé. Mais qu'avant, elle n'existait pas. Et finalement, il en va pareil pour tout. C'est-à-dire que à partir du moment où on est capable de vibrer sa multidimensionnalité au quotidien,
on est capable, quelque part, de vibrer la meilleure ligne du temps possible à chaque instant. Et ça aussi, c'est lié à l'évolution de notre ADN. C'est-à-dire que finalement, bon, je vais peut-être pas préciser, mais en tout cas, on va dire qu'elle est double hélice d'ADN, mais en fait, il y a d'autres brins d'ADN. Et on va pouvoir, en fait, quelque part, recevoir la lumière dans son état le plus pur et finalement être en connexion directe avec, si on peut le dire, le grand soleil central, voire au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, on va être quelque part enveloppé en permanence de cette foi immense et de cette guidance vers notre meilleur potentiel parce que on n'aura plus de doute en fait, si vous voulez. On sera complètement dans cet état d'instant et d'être baigné dans cette lumière scalaire. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Et c'est ce qu'on va apprendre pendant, ce qu'on va commencer en tout cas à apprendre pendant l'atelier que tu nous proposes le 25 octobre. Oui, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça paraît. C'est-à-dire que finalement, la théorie est un petit peu dense, et je m'excuse si je vous ai un peu perdu, mais c'est simplement que il est nécessaire de faire. Comme je vous ai dit, vous allez peut-être lâcher le mental. Il faut lâcher le mental parce que finalement, l'idée, c'est d'aborder des concepts que nous ne sommes pas habitués à aborder parce que notre cerveau n'est pas habitué à penser comme ça. Par exemple, imaginons là, il y a quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que nous ne sommes pas dans un monde de causes et de conséquences, contrairement à ce qu'on pense. Et quand on comprend ça, on comprend tout. C'est-à-dire que nous subissons nos vies parce que nous pensons que les actions que nous faisons dans le présent ont des conséquences dans le futur. Et donc, nous essayons en permanence de faire des actions dans le présent avec les meilleures conséquences dans le futur. Dans l'exemple du rôti, qui n'a pas du tout été choisi par hasard, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est ce rôti qui a créé la maison ou est-ce que c'est la maison qui a créé le rôti? C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est parce qu'on a réussi à se projeter émotionnellement à ce moment partagé que tout a convergé vers ce moment? Et donc la question, c'est est-ce que finalement, c'est ce rôti qui a attiré à lui toutes les circonstances nécessaires, préalables, pour exister un jour? Ce rôti, c'est un instant de vie, en fait. Ou est-ce que c'est nous qui, depuis notre chantier, avons trimé pour... Et en fait, on va s'apercevoir que la réponse, je vous la donne. C'est rétrocausal. On est dans un monde rétrocausal, là où nous pensons être dans un monde causal. Et quand on comprend la rétrocausalité des choses, on a les clés du réel. Mais tant qu'on est avec les ombres projetées, on est incapable de comprendre sa vie parce qu'on ne voit que les ombres projetées. Et on ne voit pas la forme 3D. Sauf que cette forme 3D, elle n'est pas en 3D, elle est en beaucoup plus de dimensions. Et donc finalement, c'est de reprendre notre vie en main parce que si on ne perçoit qu'une partie des phénomènes qui quelque part, influencent au quotidien ce qui se passe dans nos vies, on est tout le temps en train de subir. On n'est pas, quelque part, le maître des clés. Alors que, quelque part, en ayant accès à cette multidimensionnalité, on a accès à la rétrocausalité des événements et donc on a accès, quelque part, aux conséquences qui deviennent des causes et plus aux causes qui engendrent des conséquences. Et ça, c'est très, très important et ça, on le verra plus dans l'atelier. C'est-à-dire qu'au final, on verra que c'est toujours un événement futur qui attire à lui les circonstances pour se produire. Et ce n'est pas les actions dans le présent qui convergent vers le futur, mais c'est le futur qui nous aimante en permanence à lui. C'est ça qui fait la mutation. C'est ça qui fait l'évolution. C'est ça qui fait la vie. Un enfant attire ses parents. Un enfant, quelque part, en tant que sa nécessité va être que ses parents se rencontrent. Et donc il va, quelque part, c'est pas les parents qui créent l'enfant, c'est l'enfant qui crée les parents. Et il en va de ça pour toute autre chose. Pour tout fonctionne comme ça, c'est-à-dire. Mais tant qu'on croit qu'on fait un enfant, quelque part, alors que c'est l'enfant qui nous fait, on devient parent que quand on a un enfant. Donc le statut de parent, il n'existe pas avant l'enfant. Et donc c'est l'enfant qui crée le parent, c'est pas le parent qui crée l'enfant. Et en fait, il en va de même pour toutes les situations, pour le travail, pour la vie amoureuse, pour les choix de vie. C'est-à-dire que
c'est de comprendre la rétrocausalité des choses. Et ça, on ne peut le percevoir que lorsqu'on a une vision multidimensionnelle. Sinon, on est toujours dans ce monde duel, donc électromagnétique, avec des causes et des conséquences. Et donc, on essaie toujours d'avoir les meilleures conséquences. Donc, on est complètement dans les ombres projetées de la caverne de Platon. Merci, Sydney. Nous avons d'autres questions. Par exemple, la question de Myriam qui nous dit très intéressant, mais est-ce vraiment possible de maîtriser sa multidimensionnalité j'arrive pas à le dire ce mot décidément, ça doit pas être pour moi, je sais pas. Sa multidimensionnalité grâce à un seul atelier. Alors, j'en ai discuté avec Stéphanie, elle voulait pas que j'en parle, mais j'en parle. C'est qu'en fait, si vous voulez, c'est le premier volet pour moi. Alors, c'est 3 conférences qui, quelque part, sont séparées. Elles sont capables d'être perceptibles séparément, mais elles sont liées. C'est-à-dire que cette première conférence a son atelier, et il y aura une deuxième conférence avec son atelier et une troisième conférence avec son atelier qui sont toutes, finalement, différentes facettes de cette même question, mais vues différemment. Donc, par exemple, la prochaine conférence atelier sera sur un autre thème lié à ça, et ainsi de suite. Mais je ne vais pas rentrer pour ne pas vous disperser. Donc voilà. Donc, en effet, ça prend un peu de temps, mais c'est parce qu'il ne faut pas le percevoir avec le mental. Il faut le percevoir avec notre part divine. C'est-à-dire que, finalement, quand je parlais de la 10e dimension, je parlais du divin qui est en nous. Et ce divin, il relie toutes choses. Et en fait, on peut comprendre que lorsque on laisse cette part divine s'exprimer, comme elle est le lien qui nous interconnecte avec tout ce qui est, elle va forcément quelque part nous amener vers notre meilleur futur, parce que nous devenons au service du divin et plus le divin qui est à notre service. Et ça, c'est encore une autre chose qu'on abordera, c'est-à-dire que notre meilleur futur est comme par hasard le meilleur futur collectif. Notre meilleure vie est celle qui est la plus bénéfique pour l'ensemble de nos congénères. Et on verra que finalement tout ça fait partie d'un grand puzzle, mais ça, ce sera plutôt dans la deuxième conférence atelier, mais dans celle-là, en tout cas, on va commencer à l'aborder. C'est-à-dire que finalement, notre interconnexion, le fait que nous sommes interreliés, fait que nous sommes à la fois une fraction et à la fois le grand tout. Et donc c'est ça aussi, percevoir sa multidimensionnalité, c'est percevoir en quoi nous sommes l'ensemble de tout ce qui est, simultanément avec ce petit grain de sable. Nous sommes la plage et le grain de sable. Nous sommes la goutte d'eau et l'océan. Et nous sommes réellement les deux. Et donc nous allons quelque part aller de ce grain de sable à la plage entière. Et pour cela, il faut être capable de se percevoir simultanément comme un grain de sable et tous les grains de sable. Et ça, on ne peut pas le faire tant qu'on n'est pas quelque part capable d'intégrer cette part divine et donc cette multidimensionnalité. Parce que lorsque l'on intègre en nous cette multidimensionnalité, donc cette part divine, on comprend la rétrocausalité et on comprend qu'on est au service de cette grande horlogerie cosmique. Et finalement, en étant au service, on cesse de lutter et on accepte finalement d'avoir cette espèce de foi, mais qui n'est pas l'apanage des religions. La foi, finalement, c'est cette espèce d'intime certitude, conviction, qu'au final, tout va bien se passer. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est lâcher, en fait. On pourrait croire que c'est complexe, mais en fait, tout ce que je vous propose, c'est de lâcher, parce que c'est ça le but d'ailleurs de tout l'exposé que je viens de faire, de vous faire lâcher, en fait. C'est-à-dire qu'au final, si vous tentez de le percevoir mentalement, vous n'arriverez pas à percevoir ce que je vous dis mentalement, parce que vous tenterez quelque part de vous raccrocher à des concepts connus, alors que justement, j'ai fait exprès de vous perdre pour que vous puissiez pas vous rattacher à des concepts connus. Bon, sans être trop complexe, mais c'est le concept de se dédire. C'est-à-dire que finalement, je suis obligé de ne pas vous expliquer une chose pour vous la faire comprendre. Parce que si je vous l'expliquais trop clairement, ça voudrait dire qu'en fait, je suis complètement à côté de ce que je tente de vous faire comprendre. Et au final, l'idée, c'est de ressentir tout ça. C'est-à-dire que je vous parlais du phénix et de l'effondrement au début. Laissez-vous
lâchez, laissez-vous guider et bercer parce qu'au final, toutes vos pensées mentales vous empêcheront cette rétrocausalité et vous empêcheront de percevoir du point de vue de l'unité la plus totale et donc d'être guidé vers votre meilleur futur qui sera en harmonie avec tous les êtres. Finalement, c'est une question d'harmonie et de disharmonie, c'est la musique en fait. C'est que de la musique. Et la question, c'est est-ce que votre note de musique, elle est dissonante ou est-ce qu'elle est consonante, je crois, ou est-ce qu'elle est en accord avec le reste. Voilà. Et, euh, et c'est à peu près ça que nous allons voir, mais c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Voilà. Alors, nous avons une autre question de Sami Sam qui demande est-ce que incarner sa multidimensionnalité, yes, j'ai réussi à le dire, permet de co-créer ce qui vient dans son incarnation avec les synchronicités de l'univers? Complètement. Cette personne a tout Tout compris. compris. Super. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'exemple de la goutte d'eau et de l'océan. On est à la fois l'océan, on est à la fois la goutte d'eau. Et du coup, on est le tout et en même temps, on est l'unicité dans le tout. Et le tout dans l'unicité. Donc, oui, on co-crée avec les synchronicités, bien évidemment, parce que les synchronicités sont le langage du divin, quelque part, de la conscience universelle. Sandrine nous demande également est-ce que tous les portails sont ouverts pour y pénétrer dans ces dimensions? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs types de portails, en fait. Et ça, cette question m'oblige à développer quelque chose que je n'avais pas prévu de développer, mais le premier portail, c'est notre cœur. C'est-à-dire que finalement, pourquoi je vous citais l'exemple du dîner, du rôti et tout, c'est parce que finalement, c'est une émotion. Et on va s'apercevoir que on va y aller par le cœur avec tout ça. C'est-à-dire que l'accès aux dimensions n'est possible que par le cœur. Et d'ailleurs, le cœur, c'est le 4e chakra, et c'est pas pour rien, parce qu'il est central au niveau de tous les autres. Et donc, c'est le milieu. Et c'est toujours cette idée du milieu. On n'y accède pas par là. On y accède par là. C'est-à-dire que donc le premier portail, c'est le cœur. Mais il y a après des portails sur la Terre. Et donc, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire, tout est toujours interrelié, évidemment. Donc, au final, ce qui est dans l'infiniment grand relie l'infiniment petit. Chacune de nos cellules, chacun de nos atomes a lui aussi, quelque part, un trou noir qui l'emmène vers un portail. C'est-à-dire qu'il y a des portails aussi bien dans nos atomes, dans notre cœur, sur la Terre, au centre de la galaxie, au centre de l'univers, au-delà des univers. Et finalement, tout ça, ça rentre en résonance. Et c'est comme ça que finalement, on accède aussi à sa multidimensionnalité. Mais pour faire très simple, parce que j'ai pas envie de perdre tout le monde, les émotions, les odeurs, les goûts, les sensations, tout cela nous amène vers la multidimensionnalité. Et en fait, c'est aussi simple que ce dîner, avec ce repas dont on ne sait plus ce que c'est finalement. C'est-à-dire que c'est accéder aux clés de notre cœur et de nos émotions. Et c'est ainsi que nous serons le plus dans l'instant présent et donc que nous serons capables d'être à la fois toutes ces dimensions de nous-mêmes. On n'y arrive pas par le mental, on y arrive par le fait de tout lâcher. Mais pour vous faire tout lâcher, il faut que je vous explique pourquoi il faut que vous lâchiez. Parce que le mental, il se laisse pas faire comme ça. Par exemple, et c'est très énervant, quelqu'un vous dit lâche prise. On a envie de l'étrangler, mais ça veut dire quoi? Alors si je vous explique petit à petit, et que si je vous amène à percevoir le lâcher prise, vous aurez beaucoup moins de résistance. Et à ce moment-là, vous serez capable de savoir que je suis quelque part, je ne suis pas contre vous, mais que je suis avec vous pour vous amener à ce lâcher prise. Mais finalement, tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui, enfin, avec l'atelier, c'est un renoncement. C'est pas de remettre des boîtes et des concepts. C'est simplement d'accompagner le mental pour qu'il lâche. Et ensuite, qu'on puisse être dans cet état d'instant présent et de cœur au maximum. Le cœur, il est capable de percevoir la multidimensionnelle.
Et il va au-delà de la lumière, au-delà de tout ça, en fait. Et regardez, est-ce que vous avez jamais, en tant que mère, par exemple, peut-être toi, Stéphanie, tu peux en parler avec ta fille, c'est-à-dire que tu es capable de communiquer avec elle par le cœur, de savoir quand elle est pas bien alors qu'elle t'a pas appelé. C'est-à-dire que finalement, ça aussi, c'est multidimensionnel quelque part. C'est-à-dire que comment on est capable de savoir que quelqu'un va nous appeler au téléphone avant qu'il nous appelle ou qu'il va eh ben, tout ça, c'est ça qu'on va comprendre. Ou Mm. plutôt cesser d'exister, d'essayer de mentaliser, en fait. Voilà. C'est la même chose, en fait. Complètement. D'ailleurs, Myriam disait, je suis tout à fait d'accord, mais lâcher, c'est ça le plus compliqué. Et tu viens d'expliquer que justement, on allait pouvoir avancer dans ce côté-là aussi grâce à cet atelier du 25 octobre pour ceux, donc, encore une fois, qui pourront assister au direct. Et pour les autres, eh bien, vous aurez le replay quelques jours plus tard. Donc, ce sera exactement la même chose et vous aurez l'adresse mail de Sydney également. Donc, vous pourrez lui poser vos questions après avoir visionné le replay. Ce sera pareil, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, Pardon. excuse-moi, non, c'est moi qui te coupe. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est pour la simplification la plus totale. Et en fait, ça demande un petit peu, pour lâcher, des connaissances. C'est-à-dire que finalement, les connaissances nous permettent de lâcher le mental. Et on pourrait croire que, en fait, il y a deux possibilités. Soit on ne sait rien, soit on sait au point de désapprendre. C'est-à-dire que finalement, ce que je vous propose, c'est de désapprendre au maximum pour être dans cet état de lâcher prise. Mais pour ça, je suis obligé de prendre la main de votre mental et de, quelque part, de l'accompagner petit à petit pour qu'il... Le mental, il va lâcher, mais pas par la violence, par l'amour, en fait. On va faire un gros câlin à notre mental, on va le prendre par la main, on va lui dire: «Je t'aime, ça va bien, tout va bien se passer, ça va être cool». Et du coup, en faisant ça, on va avoir les clés, quelque part, de la suite parce qu'on va s'apercevoir que notre mental, il nous aide pour des questions, techniques, rationnelles, logiques, mais par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder, il n'est pas du tout adapté, en fait, à cette histoire de multidimensionnalité. Seul notre cœur est adapté. Et c'est comment on passe de notre tête à notre cœur. Et c'est uniquement ça qu'on va faire. Sauf qu'on va le faire, c'est-à-dire qu'on va ouvrir notre cœur à son plus grand potentiel. Et ouvrir notre cœur, finalement, à sa part divine. Notre cœur est relié à tout l'univers. Et pour être capable de le percevoir, il va nous falloir un petit peu, quelque part, monter les marches une par une pour accéder à cette perception-là. Mais on ne peut pas y arriver en fait, je pourrais vous dire, en fait, la réponse, elle est simple, c'est d'être ici, maintenant, dans l'amour. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon travail. Allez, bon courage. Alors, Mais ça au va très bien avec le message, ça va très bien avec le message de Sandrine, là, qui dit « Oui, nous sommes les messagers de l'amour inconditionnel, c'est la même chose. individuel, sur Terre, pour le Voilà, divin, où nous sommes près de lui, le un. voilà, voilà. Voilà. Si vous avez perçu le ici, maintenant, dans l'amour, c'est bon, vous avez tout perçu. Voilà. Il y a Et rien d'autre Régine, à rajouter. c'est ça, et Régine rajoute d'ailleurs, c'est subtil, un et tous à la fois, Mmh, vibrer, recevoir, se mmh. nourrir de la lumière. Oui, Ah, se on nourrir a la lumière, exactement. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure avec les ondes scalaires et compagnie. C'est-à-dire exactement. que oui, Donc vous allez pouvoir encore plus aller plus loin avec l'atelier de Sydney. Et pour terminer, je vais te poser une dernière question, Sydney. Et après, nous te laisserons poursuivre ta journée, ton périple actuel. Sandrine qui nous demande, les émotions sont aussi des souffrances. Mais lorsque nous sommes dans l'illumination, n'est-ce pas préférable de ne plus être dans les émotions? le mot pour décrire ça, ça s'appelle équanimité. L'équanimité, finalement, c'est de réduire l'oscillation pour aller vers ce milieu, en fait. Hem, Ce n'est pas, heu, ne plus avoir d'émotions, c'est ne plus se faire embarquer par ces émotions et les prendre au sérieux quelque part. C'est-à-dire que oui, l'amour, c'est important. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, par exemple, c'est mais j'avais déjà cité cet exemple, c'est-à-dire qu'on on a tous envie de faire la fête et donc on se dit: «Ce soir, je vais faire la fête, ça va être génial». On oublie le lendemain où on va être au fond du lit avec la bouillotte.
et qu'on va être avec le grog c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que c'est pareil pour être les gentils. Ouah, je vais faire l'humanitaire. Ok. Puis après, j'ai mes ombres qui vont sortir. Ah, mince. Je vais faire la fête. Oui, mais je vais avoir la gueule de bois. Mince. Euh, je vais être gentil. Oui, mais du coup, est-ce que tu pourras tenir sur la durée toutes ces qualités? Ou est-ce qu'à un moment, tu vas plus tenir et du coup, tu vas être l'opposé? Ah, donc finalement, c'est le milieu. Et le milieu, c'est quoi? C'est le cœur. Parce que, mais le cœur, c'est pas les faux semblants. C'est-à-dire que être dans le cœur, c'est intégrer finalement, c'est la différence entre l'empathie, ce que cette personne décrit, c'est l'empathie. Moi, je vous parle de la compassion. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'empathie, c'est souffrir. C'est-à-dire, c'est prendre le mal de l'autre pour soi-même. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est de vibrer avec votre cœur. C'est-à-dire que d'être dans cet état d'unité avec le divin. C'est-à-dire que finalement, quand vous connectez votre cœur avec la 10e dimension, qui est la source, si on peut le dire comme ça, mais il y a encore plus, hein, encore une fois. Mais si vous connectez votre cœur à la source, eh ben, la personne qui souffre en face de vous, ce n'est plus votre humain qui le gère, c'est la source. Donc en fait, en étant dans cette multidimensionnalité, on est capable d'aborder toutes les questions de la vie sans que le personnage, pardon, sans que le personnage, c'est-à-dire l'avatar ou le Sydney, si vous voulez, ou n'importe qui d'autre, soit confronté à la question. C'est-à-dire que à partir du moment où j'intègre cette multidimensionnalité, ce n'est plus moi qui suis confronté à toutes ces questions, c'est le divin en moi et toutes les autres dimensions qui sont en moi, qui vont finalement, tout ce qu'on a vu là, dans la deuxième partie, qui vont appréhender ces questions-là, mais plus en prenant le mal de l'autre en soi, parce que ça, c'est quelque part de l'ego déguisé. Et ça, on le verra. C'est-à-dire que c'est le personnage qui prend la souffrance pour lui-même. Mais le divin, il ne souffre pas. Le divin, il est OK avec tout ça. Le divin, il crée des trous noirs, des big bangs, des explosions. Il y a des trous noirs qui aspirent 1 million de systèmes solaires à l'heure. C'est pas la peine de cœur qui va l'inquiéter, hein, le trou noir. Donc, si vous voulez, la vie, elle a d'autres règles. Il ne faut pas confondre notre morale, nos perceptions d'humain et la perception du divin et de la vie qui suit d'autres règles que nous. Et donc, finalement, ce qui nous rend tristes n'est pas lié à des problématiques universelles. C'est des problématiques d'ego ou personnelles. Voilà. Ou humaine en tout cas. Oui. Alors pour conclure cette magnifique conférence, si vous êtes encore parmi nous, c'est que vraiment vous devriez cliquer sur le lien pour rejoindre les ateliers. Comme nous dit Myriam, votre discours me fait penser à Joey Dispenza, entre autres, mais vous expliquez mieux. J'espère que l'atelier sera du même acabit. Eh bien, écoutez Myriam, moi je sais que j'ai déjà animé plusieurs ateliers aux côtés de Sydney et je peux vous assurer que ce sera même encore plus fort puisque forcément on va aller plus loin, on va aller dans le concret. Là, ça fait quasiment 1h30 qu'on est ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que ça allait être la conclusion. Et vous avez vu déjà tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu voir en 1h30. Sydney, eh bien, on pourrait le garder avec nous toute la nuit, surtout que là où il est actuellement, c'est le matin, donc il a la pêche. Mais on va quand même le laisser continuer donc ses activités et ses périples. On te remercie énormément, Sydney. Myriam, j'espère que vous vous êtes inscrite à l'atelier. Là, je n'arrive pas à voir qui s'est inscrit ce soir, mais je suis sûre que vous êtes déjà très nombreux à avoir cliqué pour venir avec nous commencer à incarner notre multidimensionnalité, que ce soit en direct le 25 octobre ou en replay pour ceux donc qui ne pourraient pas être disponibles ce jour-là. En tout cas, nous, on sera là avec Sydney et Sydney vous donnera, eh bien, comme ce soir, comme toujours, le meilleur de lui-même pour vous aider parce que c'est ça aussi qui le fait avancer. C'est sa mission de vie. Il parlait tout à l'heure de mission de vie. Eh bien, actuellement, c'est vraiment d'amener dans son sillage, on va dire, le maximum de personnes, mais pas justement du côté d'ego, venez dans mon sillage, viendez ma bande, mais au contraire, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui arrivent à
à équilibrer, hein, c'est marrant, spiritualité, matérialité et incarner notre multidimensionnalité va nous permettre de vivre encore mieux cette vie terrestre. Donc, rejoignez-nous nombreux. Il y a Sami Sam qui dit merci, merci Mercedes, merci, bonsoir à tous. Marie, Merci. c'est très riche, merci. Je voudrais, Myriam, merci Sydney et Florence, très intéressant. Merci infiniment. À toi je, Sydney pour le mot de je la fin. conclue en Oui, 30 secondes. Moi, ce que je veux, c'est vous donner les clés du château. C'est pas le c'est sillage et tout ça. ça. Voilà. C'est-à-dire que finalement, pour moi, C'était dans ce sens-là que je voulais dire ça, c'est effectivement. vraiment que chacun soit son propre guide quelque part. Voilà. Et on va voir que finalement, en incarnant cette multidimensionnalité, on a notre destin entre les mains. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Mais ben, je vous complètement. remercie. J'ai vraiment adoré faire partager ce moment avec vous. Et, euh, et je vous souhaite tout le meilleur en tout cas. Voilà. Et ben nous aussi, Sydney. Donc, à très vite, tout le monde. Rendez-vous le 25 octobre, encore une fois, pour ceux qui peuvent être là en direct, pour ce magnifique atelier pour incarner sa multidimensionnalité. Bonne soirée, bonne journée, où que vous soyez dans notre francophonie mondiale. Et donc, merci Sydney. Merci à toi, merci à vous tous.